bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter un épisode avec Sergio. Sergio, on a fait notre apprentissage ensemble et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je suis hyper reconnaissant de ce podcast parce que ça m'a permis de reprendre contact avec lui. C'était hyper cool après 10 ans, un peu plus de 10 ans, de voir un peu les chemins qu'on a parcourus. Sergio a eu un parcours intéressant parce que il a d'abord fait une première formation de boulangerie-pâtisserie avant de devenir allergique à la farine, un coup du sort qui a dû l'obliger à faire une reconversion. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu se rencontrer. Il est devenu informaticien après une reconversion professionnelle, suivi par l'AI et puis les centres ORIF. Il est hyper reconnaissant d'avoir eu une seconde chance et aujourd'hui il s'épanouit en tant que responsable informatique dans une école professionnelle en Valais, son cher et tendre Valais, dont il est très fier. J'espère que son parcours sera inspirant pour toi et je te souhaite déjà une bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Ciao ciao. Salut Sergio, comment vas-tu ? Salut Tony, ça va très bien, merci. Alors, je te propose de commencer par te présenter en 2 minutes. Qui es-tu et que fais-tu ? Ok, alors je m'appelle Sergio Attanasio, j'ai 43 ans. Je travaille en tant que responsable informatique dans une école valaisanne. Top. Alors, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc là, tu as décidé de ne pas du tout en parler, tu as juste donné ce que tu fais aujourd'hui. Je vais commencer au tout début. Quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi ? Alors quand j'étais tout petit, j'avais un rêve, c'était de devenir pompier. Et l'anecdote est c'est assez cocasse parce que voilà, j'avais envie de devenir pompier. Pourquoi ? À cause d'un vieux dessin animé avec un petit dragon qui jouait le pompier. C'était Grisou, je crois, Grisou le dragon. Et j'adorais ce truc et j'avais envie de devenir pompier. Après, en grandissant, bien sûr, certains rêves disparaissent. Et j'ai décidé, j'avais une forte envie de faire carrière dans l'armée. Mais ça s'est pas fait. J'ai changé d'idée au cours de ma scolarité. Et je me suis retrouvé maintenant en tant qu'informaticien. Top. Et du coup, juste après ça, donc au niveau des études, comment tu étais à l'école ? Alors, à l'école, j'étais quelqu'un de plutôt discret. Je ne vais pas dire travailleur parce que j'aimais bien l'école, mais sans plus. Vraiment sans plus. Je savais déjà quand je suis arrivé au cycle, je ne sais plus combien c'est de H maintenant, quand je suis arrivé au cycle, j'avais déjà dans l'optique de partir en apprentissage. Je ne me voyais pas partir au collège, université ou école d'ingénieur ou différentes choses comme ça. J'avais vraiment l'envie de partir en apprentissage, mais je ne savais pas dans quoi. Et surtout que j'avais un peu la pression, parce que moi je suis le plus petit d'une fratrie de 3. J'ai un grand frère et une grande sœur. Mon grand frère, lui, il est très très manuel, donc il s'est dirigé vite fait sur un apprentissage. Je savais déjà ce qu'il veut faire, il est parti vraiment dans la mécanique. Et j'avais une sœur qui, elle, était très très forte dans les études et qui a fait des études. Donc après, moi je suis arrivé, puis fallait que je trouve aussi quelque chose. Et j'avais pas d'idée, vraiment pas. Et mon père m'a clairement dit que j'allais pas rester à la maison sans rien faire. Et j'ai fait quelques stages, très très peu de stages, j'en ai fait 1 ou 2. Et j'ai fait un stage en boulangerie-pâtisserie. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Mais c'était vraiment plus par défaut. Il fallait que je fasse quelque chose. Ok, et du coup, ce stage, c'est toi qui as cherché à faire en boulangerie-pâtisserie ou c'est arrivé juste comme ça ? Non, mon père connaissait quelqu'un, une personne qui possédait une boulangerie-pâtisserie à l'époque. Et il lui a demandé si je pouvais faire un stage, juste pour un stage découverte du métier. Et ça s'est bien passé. Je trouvais ça cool, surtout à l'âge de 15 ans, pouvoir quitter la maison à 22h pour aller travailler jusqu'à 7h du matin, vivre un petit peu en décalé, c'était une belle expérience.
Et j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, un apprentissage de 3 ans, c'est pas trop long. Et je me suis lancé là-dedans en 94. Du coup, tu fais ton apprentissage de boulanger-pâtissier. Exactement. Ok. Et comment ça se passe pendant ton apprentissage? Donc, comme tu dis, tu vis en décalé quand tu es dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie. Et du coup, justement, entre 15 et 18 ans, tu vis vraiment à l'inverse du fuseau horaire des gens qui ont une vie un peu plus normale. Et comment ça se passe toute cette période d'apprentissage? Alors, au début, tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai tous mes après-midi pendant que les autres ils bossent, moi je peux faire ce que je veux. Tu te dis, ouais, c'est vachement bien. Après, tu te dis, les week-ends, c'est un peu moins cool. Parce que forcément, tu bosses le week-end. En tant que boulanger-pâtissier, c'est les jours où il y a le plus de boulot. Et je trouvais ça tout de suite un peu moins cool. Mais bon, je me suis dit, je me suis lancé là-dedans. J'essaie toujours d'aller au bout des choses. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai terminé mon apprentissage, j'ai bien aimé. Je dis pas que j'ai fini dans les meilleurs ni dans les moins bons, j'étais dans la moyenne. Et ensuite, dans la vie active et en boulangerie-pâtisserie, je te le cache pas, c'est pas les places qui manquent. Et du coup, justement, tu trouves une place où et tu pars où pour faire quoi? Alors, au départ, j'étais dans l'optique d'explorer un tout petit peu la boulangerie et la pâtisserie, c'est-à-dire les différentes techniques de travail. Il en existe différentes. C'est soit tu fais le pain en pré-cuit, soit tu fais en congélation, soit tu peux le faire aussi devant les clients, ou tu le fais le soir pour le lendemain. Donc, j'ai pas eu à cette période, j'ai pas eu des boulots super stables. Je faisais environ à peu près une année par entreprise. Mais je voulais explorer un tout petit peu les différentes techniques de travail et puis voir qu'est-ce qui me correspondait le mieux. J'ai même essayé de travailler en usine. C'est une expérience très spéciale, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que quand tu bosses la nuit, l'ambiance est très très différente. C'est une ambiance qui est très spéciale. Il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre. C'est vraiment une ambiance bon enfant. À la déconnade un tout petit peu. Tu fais ton boulot, bien sûr, mais tu peux te permettre quelques petits écarts de conduite, on va dire. Mais ouais, ma plus belle expérience, je pense que c'était en usine, sans compter ma dernière expérience qui était dans un grand magasin suisse. Mais ma plus belle expérience, ouais, je pense que c'était dans l'usine, parce que c'était vraiment c'était très carré. Parce qu'en règle générale, quand tu travailles en boulangerie-pâtisserie, tu comptes pas les heures. C'est très très difficile à compter les heures, en tout cas à l'époque. À l'époque, maintenant, je sais plus comment c'est. Mais à l'époque, tu comptes pas les heures. Dès que tu as fini ton travail, tu pars, mais pas avant. Donc tu peux te taper des journées de 9h, 9h30, voire 10h. Ça dépend du travail. Tu sais que tu es dépendant aussi de toutes les fêtes, comme Noël, Nouvel An. Pâques, les galettes des rois et tout ça. Donc là, tu as un surplus de travail et puis il faut l'assumer. Mais voilà, c'était pour moi une belle expérience. J'ai beaucoup aimé travailler en usine. Après, comme je te l'ai dit, j'ai aussi travaillé dans un grand magasin suisse. Et là, c'était devant le client. Et là, ça a complètement chamboulé ma vie. Pourquoi ? Parce que terminer les horaires de nuit. Bah ouais, tu travailles devant le client, les magasins sont fermés la nuit, bien évidemment. Mais voilà, tu commençais à 6h du matin et tu finissais vers 14h, 15h. Donc tu faisais une journée continue, non-stop, avec une voire deux petites pauses pour couper la journée. Mais c'était super cool parce que tu commences à 6h, tu finis à 14h, ou voire 15h. Mais après, tu as toute la journée libre. Donc c'était les journées continues, j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis fait pas mal d'amis. Dans un grand magasin, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, que ce soit aux fruits et légumes, aux poissons, aux vêtements, à la bijouterie. Donc, très très belle expérience. J'ai encore des amis là, on se revoit toutes les années pour essayer de se faire un petit souper, de se revoir pour savoir comment tout le monde va, etc. Très belle expérience donc, et je me suis fait pas mal d'amis là-dedans, donc aucun regret.
Et du coup, avant de passer à la suite, combien de temps a duré ta carrière de boulanger-pâtissier? Ah, ça, c'est une question difficile puisque je n'ai pas la notion des dates. Mais je dirais, j'ai terminé mon apprentissage en 97. Et je crois, si je me trompe pas, en 2007, non, jusqu'en 2005, je dirais. En 2005, j'ai dû m'arrêter. Ok. Donc, 10 ans, 10 grosses années si on compte l'apprentissage là-dedans. Oui. Avant que, du coup, un événement de la vie fait que tu as dû changer de voie. C'est que, du coup, je sais pas si tu veux le raconter toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, alors, au bout de quelques années, j'ai contracté une allergie à la farine. Donc, au début, c'est pas très très grave, c'est juste des démangeaisons, des plaques rouges qui apparaissent, un peu la peau qui pèle. Et au début, je me faisais pas trop de soucis. Puis, ça s'est gentiment empiré. Un peu de peine à respirer, un peu plus de plaques rouges. Tu sais, quand tu as le visage qui pèle, les gens le remarquent. Tu te dis, ouais, je vais mettre de la crème et tout, mais il n'y a rien qui marche. Et j'ai décidé d'aller chez le médecin, puis de voir qu'est-ce qui se passait. Donc, je suis allé chez un allergologue, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai fait des tests à plusieurs substances. Ils te testent à plusieurs substances. Et ça s'est avéré que j'avais une allergie à la farine. C'est dur quand t'es boulanger. Ah ouais, ça coupe vite l'herbe sous le pied. C'est très compliqué après à travailler avec ce genre de carence. Surtout qu'au début, je faisais énormément de boulangerie. Et quand j'ai contracté cette, on peut dire ça une maladie, on a décidé de me positionner un peu plus en pâtisserie, là où tu touches un peu moins de farine, mais il y en a quand même dans ce qu'on appelle un laboratoire, c'est l'environnement où tu travailles en boulangerie. Il y a de la farine qui va dans l'air, tu travailles quand même avec de la farine, et c'était plus trop possible de continuer comme ça. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu entreprends pour changer la situation? Alors, j'ai entrepris avec mon médecin et j'ai entrepris des analyses un peu plus poussées sur Lausanne. Juste à côté du CHU, je crois qu'il y a un centre. En tout cas, à l'époque, il y avait un centre pour tout ce qui est allergie. J'ai dû travailler avec un appareil, un espèce d'appareil qu'on met au torse et qui mesure le taux de particules de farine, je crois. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un spécialiste, c'est mes propres déductions. Et j'ai dû travailler avec ça 2 ou 3 jours, je crois. Et ça fait loin maintenant. Et j'imagine qu'il relevait des données. Et ensuite, je devais ramener l'appareil pour l'analyse de ces données, j'imagine. Et ça s'est avéré que je devais arrêter. Ok, donc verdict, un jour, genre tu dois arrêter, tu peux plus exercer le métier pour lequel tu as travaillé pendant 10 ans. Exactement. Du jour au lendemain, on m'a dit stop. Après toute la machine, comment on pourrait dire, toute la machine de réinsertion, de reconversion se met en marche. Il y a quelques démarches à faire, mais tout se met bien en marche. Et j'ai vite été pris à l'Office AI pour tout ce qui est maladie liée au travail. Et j'étais pas trop chaud. À l'époque, j'étais pas très chaud pour aller à l'AI. Ça avait une mauvaise réputation. À l'époque, en tout cas, on disait tous ceux qui sont à l'AI, c'est un peu des gens qui veulent en profiter. Et ce qui n'est pas le cas, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. Et c'est vraiment une deuxième chance. Et je remercie d'avoir eu cette deuxième chance. C'est un super outil qu'on a là. Et je pense que toutes ces stigmatisations, toutes ces choses qu'on dit, alors qu'on ne connaît pas le sujet, méritent un tout petit peu de les éclaircir. Et donc, à l'occasion d'intégrer ce process de reconversion, et
comment ça se passe tu as un test d'aptitude à l'entrée pour te dire ah oui, tu seras, vu que tu es allergique à la farine, bah maintenant tu peux faire tout d'autres trucs, ou bien est-ce qu'on te définit directement ce que tu vas faire? Enfin, comment ça se passe un petit peu toute cette transition? Alors, c'est assez bien conduit, je trouve. Après, moi, j'avais une épine dans le pied, on va dire. C'est que quelques années auparavant, une voire 2 années auparavant, j'ai eu un gros accident de voiture qui m'a laissé quelques séquelles à cette époque-là, surtout d'ordre mémoire. En termes de mémoire, j'avais quelques petits trous de mémoire. Et j'étais accueilli par ma conseillère de l'Office AI. Et on discute un petit peu de tout et de rien. On discute de mes intérêts, de mes centres d'intérêt, quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire comme deuxième métier. Et le contact était assez bon. Moi, je trouve que la personne qui s'occupait de moi était vraiment à sa place. Elle était intéressée par mon cas. Donc, moi, j'avais 2 amis à l'époque qui, eux, étaient dans l'informatique. Ils étaient dans l'informatique. L'apprentissage de l'informatique, il n'y en avait pas énormément dans les années 2000. Ça n'existait pas, ou c'était vraiment au tout début. Je crois que les premiers apprentissages, c'était en 96, par là. 96, 97. Un truc du style, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait se renseigner. Mais j'avais 2 amis qui étaient dans l'informatique et on n'arrêtait pas de parler de ça. Et moi, je bricolais déjà, comme passion, j'avais l'informatique justement. J'aimais bien. À l'époque, c'est pas comme maintenant. On démontait des PC, c'était hyper complexe. C'était des heures pour monter un PC, c'était horrible. Et alors que maintenant, on va au magasin, on en achète un. À l'époque, c'était pas ça. J'adorais l'informatique, j'en faisais tout le temps. Après, quand je dis l'informatique, je veux bien préciser, c'était plus ce qui était hardware, c'était pas site web ou développement, plus ce qui était hardware et système. Et j'ai proposé ça. J'ai proposé ça à ma conseillère, j'ai dit ouais, j'aimerais bien faire de l'informatique, je sais qu'il y a un apprentissage, j'aimerais bien me tenter. Et au début, j'ai eu un stop. On m'a dit non, pas l'informatique. Puis on m'a dit ouais, il y a pas mal de débouchés dans la mécanique générale. C'est-à-dire tu travailles sur des tours, tu fais des pièces. J'ai pas trop creusé le sujet. Et je suis parti faire un stage justement pour voir si ça me convenait. Et sans vouloir te le cacher, le stage, je crois pas que je suis arrivé au bout. Pour moi, c'était clair que c'était non. C'était non, malgré qu'il y avait énormément de débouchés, d'après ce qu'on me disait. C'était non, c'était vraiment l'informatique. Mais suite à mon accident, ils étaient assez réticents à me laisser faire. Alors j'ai dû aller passer des tests à la Souva, des tests de mémoire, assez original les tests, mais j'imagine que c'était des tests opportuns. Mais j'ai passé ces tests et suite à ces tests, ils ont accepté, ils ont accepté ma demande et je suis parti dans un centre. Peut-être vous connaissez, toi tu le connais puisque tu me connais, mais c'est le Centre RIF. Et le Centre RIF, c'est pour la reconversion, la réinsertion professionnelle. Et j'ai décidé aussi de ne pas rester en Valais. Et j'avais décidé à cette époque-là je changeais de métier, je changeais de vie, donc je voulais changer d'endroit aussi. Et je me suis retrouvé en 2006 à quitter mon Valais natal pour rejoindre le canton de Vaud et faire la suite de ma vie dans le canton de Vaud. Et du coup, tu intègres ce centre, mais en 2006, tu as commencé ton apprentissage en 2017, vu qu'en fait, c'est comme ça qu'on se connaît. On a fait notre apprentissage au même temps. 2007 ? Oui. Pas 2017, tu as dit 2017. Ah pardon, en 2007. Et du coup, pendant 1 an, tu passes, t'es chez Orif
pendant un certain temps, du coup, avant de démarrer l'apprentissage? Oui, oui. Alors, j'ai intégré l'ORIF fin 2006. Fin 2006, je crois que c'était... je me rappelle plus exactement, mais ça devait être octobre ou novembre. Et là, si tu veux, ils ont des sections. Des sections, on appelle ça des sections de métier. J'ai intégré la section informatique. Et ils t'expliquent au début, voilà, vous allez passer 4 ans avec des maîtres socioprofessionnels ici en interne, avec d'autres informaticiens qui se reconvertissent aussi. Et puis, j'étais pas super chaud. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le contact humain, j'aime bien. Et c'est pas qu'il y en avait pas, hein, je dis pas ça du tout. Mais j'avais envie d'aller travailler. J'avais envie d'aller travailler dans une. Je tempère mes mots, mais pas dans une vraie entreprise. J'avais envie d'avoir un chef, d'avoir des collègues. J'avais envie, sans jeter la pierre aux sections, hein, qui sont très bien aussi. Mais j'avais pas envie de rester là. J'avais vraiment envie de partir en entreprise. Et t'as le choix, hein, ils te laissent. Si tu trouves une entreprise, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Tu dois revenir une fois par semaine pour à chaque fois faire un bilan, pour voir comment ça se passe, pour voir si tu t'intègres bien, si tout se passe bien, etc. Ils te suivent. C'est un joli métier. Et je me suis trouvé une place d'apprentissage, donc au service informatique de l'ORIF. J'avais postulé, j'ai passé un entretien et on m'a accepté. Donc c'était assez cocasse parce que je suis rentré à l'ORIF en tant que comment t'appelles ça, en tant qu'assuré, on va dire, en tant que personne venant de l'AI. Okay. Et je me suis retrouvé en tant qu'apprenti à part entière des centres RIF, puisqu'il y en a plusieurs en Suisse. Ok. Et du coup, là, tu fais ton apprentissage. On a fait notre apprentissage ensemble. Oui. D'ailleurs, moi, je garde des très bons souvenirs des gens qu'on a côtoyés, un peu moins de la structure. Mais on a fait notre apprentissage. Et du coup, 4 ans, on finit avec un CFC de informaticien généraliste. C'est exactement mot pour mot ce qui est noté sur notre CFC. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et du coup, on finit avec... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec la possibilité de faire plein de choses, mais on ne sait pas faire grand-chose. Et du coup, tu peux faire du support. Niveau 1 et 2, peut-être. Et c'est à peu près tout. Donc, 2011, on finit l'apprentissage. Et du coup, toi, il se passe quoi ? Alors, oui, alors comme tu l'as dit, on a fait notre apprentissage ensemble en cours. J'en garde aussi d'excellents souvenirs. Hein. On a rencontré des personnes admirables. Je veux juste revenir un tout petit peu sur cette période, parce que ça fait aussi partie de la reconversion. Mm-hmm. C'est pas simple. Moi, j'avais quel âge à l'époque ? J'avais 26 ans peut-être. C'est pas simple de se retrouver avec, excuse-moi du terme, mais des gamins de 18 ans. Moi, j'en avais 16. Ah ouais, 16 ans, oui, pardon, 16 ans, des gamins de 16 ans en classe. C'est pas évident. Au début, les premiers jours, c'est pas simple parce que pour s'intégrer, c'est compliqué. On te prend tout de suite pour le vieux. Ou, je sais pas comment vous m'avez vu, mais c'est tout de suite difficile. Et après, ça s'est super bien passé. On était une super classe. Après, comme tu le dis, la structure, c'est ce qu'elle était, mais c'était, on va dire, les balbutiements de la formation de l'informatique. Et fallait bien commencer par quelque chose, j'imagine. Donc, je ne veux pas leur jeter la pierre, ils ont fait comme ils ont pu. Mais donc, après l'apprentissage, oui, en 2011, quand on a terminé, mon chef à l'ORIF, c'était un nouveau chef qui arrivait juste quand j'ai terminé. Et il a décidé de m'engager. En tant que support 1, support 2. Comme on dit, le fatchatout, quoi. Comme tu l'as dit, avec notre CFC, on faisait tout, mais on faisait rien. Donc, comme j'ai dit au début de l'interview,
je suis quelqu'un qui va à fond dans les choses. Et j'adorais tellement l'informatique que je me suis jeté à cœur perdu dans l'informatique. Donc j'ai tout de suite décidé de ma voie. Et je voulais à tout prix percer dans tout ce qui est système et réseau. Pas du tout de développement, pas du tout de site web. J'étais pas bon à ça, puis ça m'intéressait pas. Et quand ça m'intéresse pas, je fais pas d'efforts. Je me rappelle de certains cours de VBA qu'on a eu. J'étais vraiment pas doué, vraiment pas, et je le suis toujours pas. Mais j'ai décidé de me lancer donc dans le système et réseau, de m'en faire ma spécialité parce que dans l'informatique tu peux pas tout faire, c'est impossible. Tu peux pas être bon partout. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et j'ai pris de l'expérience, je me suis inspiré de mes collègues qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient un vécu, qui avaient fait l'école d'ingénieur pour certains, ils avaient fait le brevet, le diplôme, pour d'autres. Et j'ai commencé à m'intéresser au brevet, à tout ce qui est formation en emploi, en cours d'emploi, comme on dit, pas en académique comme l'école d'ingénieur, mais plutôt en cours d'emploi. Et en 2000, peut-être que je me trompe dans la date, hein, mais en 2012, 2012, je l'ai eu. Donc, 2012, je me suis lancé dans le brevet technique et système, en cours d'emploi, donc le vendredi, samedi. Et mis à part ça, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Dans cette classe, on était mélangés. Hein. Il y avait des Genevois, il y avait des Valaisans, il y avait des Vaudois, il y avait de tout. Et on était une super classe. Bon, c'était 1 année et demie, donc tu vois, tu arrives à faire des liens. Et je l'ai fait dans une école vaudoise. Je ne sais pas si je peux citer les écoles. Tu peux, sans toi libre. Hein, Ok. Moi, c'est égal. Alors, je l'ai fait à l'ISEIG, au Beauvresse. J'ai eu des profs qui étaient très inspirants pour certains, pour d'autres un peu moins. Bien sûr, ça dépend de la matière, hein, parce que tu vois beaucoup de choses au brevet. Tu vois de la gestion de projet, tu vois du système, tu vois du réseau, tu vois énormément de choses. Et j'ai énormément accroché à la gestion de projet. Je me suis dit, c'est pas mal ce truc, ça a l'air super intéressant. En plus, on voyait un peu de tout en gestion de projet. C'était beaucoup du PMI. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est la gestion de projet, je crois que c'est américain. C'est assez international. Et on a vu aussi un tout petit peu de Hermès, qui est la gestion de projet informatique suisse. Et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, puis j'ai gardé ça un petit peu dans le coin de ma tête. Et j'ai terminé mon brevet en système et réseau, 1 année et demie après, donc en 2013, et que j'ai réussi. Je suis très content de l'avoir réussi parce que c'était un sacré challenge, c'est beaucoup de travail quand même. Et en 2013, j'ai obtenu mon brevet d'informaticien en technique des systèmes et réseau. Donc, toujours à l'ORIF. Oui. Et à ce moment-là, si je ne me trompe pas, tu commences à te demander est-ce que je vais rester proche du lac ou bien est-ce que je retourne dans ma vallée. Ouais, alors c'est pas une vallée, on a nos montagnes. Hein. Je précise, c'est nos montagnes. On est très fiers de nos montagnes. Donc oui, alors durant toutes ces années, j'ai vécu sur le canton de Vaud. Hein. J'ai vécu sur le canton de Vaud, et c'est vrai que c'est quand même différent du Valais. Et puis oui, je me suis posé la question. Ouais, je rentre en Valais. Et tout compte fait, non. Et j'étais quand même bien dans le canton de Vaud. Je commençais à me faire des amis. Je commençais à bien apprécier la vie sur Lausanne. Ce que j'aimais moins, c'est parce qu'à une époque, j'ai vécu quand même 3 ans sur Yverdon. Yverdon, c'est pas ce que j'ai préféré comme ville vaudoise. Je peux que confirmer, vu que j'ai fait l'école d'ingénieur là-bas. Ouais, il n'y a que du brouillard. Je veux pas critiquer, hein, s'il y a des gens d'Yverdon qui écoutent. Je veux pas qui écoutent le podcast. Je veux pas critiquer Yverdon, mais voilà. En tout cas, moi personnellement, ça m'a que très peu plu. Donc après, je suis parti. Je me suis rapproché un peu de Lausanne. J'étais sur Chavornay. Les loyers sont moins chers.
Il y a quand même le train qui est très proche. Il y a la ligne pour Lausanne. Donc c'était la bonne opportunité de me rapprocher un peu de Lausanne. Et je suis resté sur Vaud. Je suis resté sur Vaud parce que j'ai eu beaucoup de bonnes expériences sur Vaud. Et puis malgré l'envie que j'avais envie de rentrer en Valais, je suis quand même... j'avais encore des choses à prouver et à apprendre sur Vaud. C'est surtout en termes d'opportunités. Parce que sur Vaud, j'avais l'opportunité de pouvoir aller travailler sur Genève. De temps en temps, je devais aller travailler sur Genève, je devais aller travailler sur le Jura, je devais aller travailler sur Neuchâtel, Fribourg. Je me déplaçais énormément. Et je voulais pas perdre ça. J'aimais beaucoup rencontrer d'autres personnes et avoir d'autres... voir d'autres pays. Pays, c'est pas des pays, mais voir d'autres villes. Voilà, c'était un peu ça. Alors que si je rentrais en Valais, c'était plus pour rester en Valais. Ok, et du coup, alors, je viens juste de penser à quelque chose, c'est là, tu as du coup fini ton brevet, tu es en emploi depuis un certain temps. À quel moment, en fait, l'accompagnement de la reconversion de l'AI, comment ça se termine? C'est genre, tu réussis ton CFC, on te dit merci, bonne chance, ou bien comment ça se passe? Alors, oui, tu as bien fait de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas étalé sur ce sujet. Mais non, c'est vrai. Alors, moi, quand j'ai terminé mon apprentissage, moi, j'ai été convoqué par ma conseillère AI. Et justement, à ce moment-là, ils te disent félicitations pour votre CFC, bravo, etc. Et ils disent oui, alors maintenant votre accompagnement AI s'arrête et on vous souhaite bonne chance pour la suite, etc. Et si je me trompe pas, ils te disent que ils t'ont donné une deuxième chance, que c'est à toi de prouver que ils te challenge un tout petit peu pour dire allez, vas-y, continue là-dedans, reviens pas vers nous. mais je veux quand même mettre un tout petit peu en avant les institutions qu'il y a en Suisse, qui, sans elles, franchement, à 26 ans, recommencer un apprentissage, j'avais pas les moyens. Franchement, je le dis clairement, je ne pouvais pas me permettre de recommencer un apprentissage avec un salaire de, je sais même plus combien, je crois que je touchais 600, 700 francs. Ouais, je crois que c'était ça à peu près. C'était un apprentissage en première année, c'était 600, 700 francs. J'aurais jamais pu m'en sortir. Parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta caisse maladie. J'avais une voiture, mais bon, voilà, si j'avais dû vendre la voiture, j'aurais vendu la voiture. Mais 600, 700 francs, payer un loyer. Sur Lausanne. Ouais, c'est Lausanne et environ, même à Chavornay, c'était difficile à trouver des loyers comme ça. Puis après, il faut manger. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et j'aurais jamais pu y arriver tout seul. Et c'est pour ça que je félicite quand même les institutions qu'on a à disposition et qui nous accompagnent dans les coups durs qu'on peut rencontrer dans la vie. Alors, on les salue tous ceux qui t'ont accompagné en tout cas. Oui, je les remercie. Top. Et du coup, donc là, ça fait quelques temps que tu es du coup reconverti, que ça se passe bien. Et là, tu vas faire encore un switch. C'est que tu vas à un moment donné changer d'entreprise, donc tu vas quitter l'ORIF et tu vas partir. Alors juste avant ça, comme je te le disais, j'ai eu un déclic pendant le brevet avec la gestion de projet, et je me suis dit c'est quelques années plus tard, je me suis dit j'adore mon boulot, j'adore le système, j'adore monter des serveurs, j'adore mettre des serveurs Exchange, plein de choses. Je me suis beaucoup spécialisé dans les produits Microsoft surtout. Et j'adorais tout ça. Puis je me suis dit, mais j'ai quand même envie d'un nouveau challenge. Je fonctionne tout au challenge. Et j'ai envie d'un nouveau challenge. Et je me suis dit, la gestion de projet, j'en ai vu au brevet.
Pourquoi j'essaierais pas? Et justement, je me suis lancé. Et je me suis lancé tout d'abord, j'ai fait mes cours CAPM pour le PMI. Et le PMI, c'est très spécifique, c'est très carré. Tu as un livre qui s'appelle le PMBOK. Et ils disent que c'est la Bible. Si tu as une question, si tu as un blocage pendant ton projet en PMI, tu ouvres ton PMBOK et tu trouves la solution. C'est pas que je suis contre tout ce qui est carré, mais là c'était trop pour moi. J'aime bien aussi avoir un petit peu de liberté, penser par moi-même et peut-être mettre en place des solutions qui sont pas dans un bouquin, mais qui me disent ok, dans cette situation-là, je pense que la meilleure solution c'est ça. Même si je fais erreur, j'apprendrai mon erreur et peut-être la prochaine fois je ferai mieux. Et je me suis dit ok, le PMI c'est peut-être pas pour moi, donc j'ai tenté la gestion de projet suisse Hermès, qui a aussi ses standards, hein, je le dis pas, qui a aussi ses standards, mais que je trouvais qui était un petit peu plus flexible quand même. Et j'ai fait ma certification Hermès en gestion de projet. Et justement, là, je suis parti dans la gestion. Je suis parti en tant que chef de projet durant. Je crois que j'ai fait ça pendant 3 ans. 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, je continue un tout petit peu Oui, vas-y. mon récit. Mais durant ces 3 ans, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des projets tout aussi géniaux que tout aussi nuls. Tu sais comment c'est en informatique, hein, tu peux avoir des projets qui te hype à fond, alors que d'autres, tout ce que tu as envie, c'est de les finir. Je vois tout à fait. Et j'ai eu un super projet, vraiment un big projet que j'ai adoré. Et à la fin de ce projet, c'est quand même assez rinçant le boulot de chef de projet. Surtout que j'avais de la peine à décrocher de la technique. Alors ça, on m'a fait pas mal de remarques là-dessus. C'est vrai qu'en tant que chef de projet, il faut essayer de se décrocher un peu de la technique et laisser faire les techniciens réseau, les techniciens système, les techniciens de développement ou de base de données. Parce que tu dois vraiment t'écarter, tu dois avoir ta casquette de chef de projet. J'ai eu beaucoup de peine avec ça. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, la technique, ça me manque quand même. Tout ce qui est serveur, tout ça me manque. Tout ce qui est système, tout ce qui est réseau me manque. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé c'est pas de revenir en arrière, parce que je trouve pas que c'est un pas en arrière. C'est juste, t'as essayé un truc, t'as kiffé autant que t'as pu, t'es fatigué, t'as plus envie, t'as envie de revenir à tes premiers amours. Et tu reviens à tes premiers amours. Et à ce moment-là, je suis revenu dans le système. Je me rappelle plus exactement le nombre d'années. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le canton de Vaud. Mais ça, c'est un peu drôle ce que tu dis là à la fin, c'est que pendant longtemps, on a vu l'évolution de carrière d'un tech, si je peux nommer ça comme ça, ouais. En passant en gestion de projet. C'était genre l'évolution normale et linéaire qu'il fallait avoir. Et en fait, ça ne convient pas à beaucoup de monde. Et puis en fait, c'est pas du tout le même métier non plus. Donc, c'est assez drôle de voir que on teste ou bien que c'est un peu, on nous pousse à le faire ou que ça peut être intéressant de le faire. Et aussi, tu as une autre chose, tu as une théorie selon laquelle en fait, quand tu passes chef de projet, du coup, tu deviens responsable des techs, en gros. Et tu as une théorie qui dit que tant que, en fait, on va te donner une promotion à chaque fois dès que tu es bon. Donc, tu es bon dans ce que tu fais, donc tu es un excellent tech, donc on va te faire level up, et du coup, tu deviens manager ou chef de projet. Ouais. Et si tu es très bon, du coup, tu peux encore grader, si je peux utiliser ces termes. Et tu vas arriver à un moment où, en fait, tu n'es plus bon, puisque c'est plus le même métier, c'est plus les mêmes compétences, donc tu n'es plus bon. Puis là, c'est genre pratiquement impossible qu'on te fasse redescendre d'un échelon. Et du coup, c'est drôle puisque cette théorie dit que après un certain nombre d'années, tous les gens
arrivent au maximum de leurs compétences et du coup arrivent à un niveau où ils sont incompétents. Et du coup, tu n'as plus rien qui marche. Et du coup, c'est un peu drôle. Alors non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Tu utilises les bons termes. Tu dis que théoriquement, on dit que tu prends une promotion, mais faut pas le voir comme ça. Vraiment, moi, je le voyais pas comme ça. Je me sentais pas supérieur à mes collègues qui étaient au système ou qui étaient au réseau. C'était vraiment en tant que chef de projet pour moi. Après, c'est ma propre vision. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour moi, c'était vraiment une collaboration. Si tu collabores pas et que, par exemple, tu as ton responsable réseau qui est contre toi, ton projet, il va être hyper dur. Donc, pour moi, je voyais pas ça comme mes subalternes. Je voyais vraiment un pied d'égalité. On était tous collègues. Pour moi, c'était pas une promotion et c'est pas un rétropédalage. C'est pas, je sais pas comment tu te dis, pour revenir en arrière. Voilà, c'est pas un changement de statut. Oui, tu n'es pas chef de projet, mais le mot chef. C'est juste que tu es responsable du projet, c'est tout. C'est pas que tu es chef de quelqu'un, tu es juste responsable du projet, puis tu as besoin de ressources, tu demandes si la ressource est libre, et puis tu planifies ta ressource, et puis tu l'utilises selon les attentes du client. Mais c'est très important, pour moi en tout cas, qu'il y ait cette collaboration, et puis surtout, vraiment pas d'échelon. C'était vraiment, on était une équipe, on était une super équipe. J'ai adoré travailler avec les collègues avec qui j'ai travaillé. Pour moi, pour certains, je les revois encore. Malgré qu'ils sont dans le canton de Vaud et puis moi maintenant dans le canton du Valais. Mais on se revoit encore et franchement, c'est une expérience. Hein. C'est vraiment une expérience différente, vraiment différente. Et pour rebondir à ce que tu disais, comme quoi c'est vrai que tu fais de la gestion de projet, puis tu te dis, ouais, au bout de 5 ans, ou peut-être même tu pourrais me dire au bout de 3 ans, tu es nul en système, ou dans ta branche de prédilection, de départ, je veux dire. Alors, moi, j'ai fait énormément de... J'étais un acharné. J'adorais tout ce qui était système, comme je l'ai dit. Je m'étais monté un réseau chez moi, j'avais des serveurs à la maison, Alors, en fait, le soir, je faisais que ça. Je faisais vraiment que ça. Pour moi, pour parler un peu plus personnellement, j'ai pas beaucoup de passion, j'ai pas beaucoup de centres d'intérêt. J'en ai quelques-uns, oui, mais vraiment ma passion principale, j'ai vraiment de la chance, c'est que ma passion principale est devenue mon métier. Et pour l'instant, j'ai toujours la flamme, malgré mes 43 ans. J'ai encore la flamme de l'informatique. J'adore ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, comment ça se développe. Maintenant, tu vois, il y a il y a le cloud qui débarque, les nouvelles technologies, tout ça. J'adore ça. Après, je suis pas pour tout, loin de là, mais je suis vraiment un passionné d'informatique et c'est ce qui m'a permis de, comme tu l'as dit, rétropédaler en tant que système. Et voilà. Et du coup, justement, tu l'as déjà dit 2 fois, tu retournes en Valais. En fait, du coup, tu vas quitter le RIF. Oui. Et tu as une opportunité pour retourner au Valais. Oui. Alors, ça faisait un petit moment et ça me trottait dans la tête. De plus en plus, j'avais l'envie de revenir en Valais. J'ai fait des démarches. J'ai essayé de regarder un tout petit peu les offres du marché. Et même en tant que valaisan, franchement, ça a été très très dur. Très très dur parce que c'est pas comme sur Vaud ou comme sur Genève, Fribourg. Bon, je connais moins Fribourg, mais sur Vaud et sur Genève, le marché est plus petit. Hein. Et clairement plus petit. Sur le canton de Vaud ou sur Genève, tu as des startups, tu as beaucoup plus d'opportunités, tu as beaucoup plus de grandes entreprises. Vous avez Nestlé, vous avez Kudelski, puis plein d'autres que j'oublie. Hein. Mais il y a beaucoup plus de... Le marché est beaucoup plus grand. Il ne faut pas se cacher. Hein. Et donc, ça a été compliqué au départ, ça a été très très dur. Et j'ai dû cravacher pour réussir à rentrer. Mais comme tu l'as dit, pour finir, j'ai réussi à avoir, au bout d'un entretien,
j'ai réussi à avoir l'opportunité de rentrer en Valais. Et je l'ai saisi. Je l'ai saisi il y a en 2000. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2019. Si je dis pas de bêtises, 2019, il y a déjà la pandémie. À toute fin. Toute fin de 2019, je crois qu'on commençait à en entendre parler. C'était genre loin de nous encore. Mais... Alors c'est peut-être en 2018. 2018 ou 2019, j'arrive à rentrer en Valais. Et je commence une nouvelle partie de ma vie en Valais. Quand tu dis une nouvelle partie, c'est parce que tu retournes en Valais ou bien c'est par rapport au nouvel employeur ou nouvel employeur, nouvel environnement, nouvelle responsabilité, puisque je suis engagé en tant que responsable informatique. Donc ça change un tout petit peu tout ce que tu dois faire. Tu fais un peu plus de budget, tu fais un peu plus de... tu prends un peu plus de... Je veux pas dire de décisions, parce qu'en tant que système et réseau, tu dois en prendre quand même des décisions, mais tu as toujours un manager. Un manager qui dit « Ouais, ce serait bien si on change ça, si on change ci, ce serait bien qu'on mette en place cette technologie, ce serait bien... » Puis après, toi, tu fais le boulot. Alors que là, c'est toi qui te dis ce serait bien si on fait ça. Tu dois amener des idées, tu dois mettre en place un concept, tu dois gérer des apprentis, tu dois faire un peu plus d'administratif. C'est pas ce que je préfère, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Voilà, c'était un nouveau challenge. Pour moi, c'était un nouveau challenge. C'est pour ça que je dis une autre partie de ma vie, c'est que voilà, j'ai débuté un nouveau challenge, je me lance, j'y vais à fond et je vais faire en sorte que ça marche. Et ça, du coup, c'est encore une partie de ton activité aujourd'hui? Oui. Et du coup, depuis, tu as pu rajouter une nouvelle corde à ton arc? Oui, alors moi, j'ai toujours aimé partager sans imposer, hein. Partager avec mes collègues. Tu sais comment c'est dans un service informatique. Il y en a un qui a un souci, s'il y en a un qui a la solution, il va partager la solution. On fait des échanges, c'est énormément d'échanges dans l'informatique. Dans d'autres métiers aussi, très certainement, hein. Je ne m'y connais pas, mais j'imagine que oui. Et j'ai décidé, je me suis perdu. Alors tu as décidé de peut-être tenter ta chance. Ah oui. Alors j'ai eu, ça m'est revenu. J'ai adoré avoir des apprentis, parce que j'ai eu des apprentis, j'en ai encore. Et j'ai eu l'opportunité aussi de faire un tout petit peu d'enseignement. On m'a proposé, voir si j'étais intéressé, de faire un tout petit peu d'enseignement dans un centre professionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être marrant. Et j'ai dû faire des cours de pédagogie à l'IFFP pour pouvoir enseigner en école professionnelle. Et j'ai fait mes cours de pédagogie. Et à la fin, tu as ton papier qui te certifie comme quoi tu peux donner des cours. Et depuis 2 ans et demi, je crois que je l'ai fait pratiquement quand je suis arrivé. Depuis 2 ans et demi, je donne des cours de pratique dans un centre professionnel en Valais. Et au début, je me suis dit, ça peut être. Au début, j'étais super hypé. Puis après, quand tu arrives le premier jour devant les élèves, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous ici? J'étais mieux derrière mon PC à gérer mes serveurs, mes switches. J'étais mieux tranquille tout seul avec l'équipe de techniciens. Et tu te retrouves devant des jeunes de 15 ans qui te regardent et qui écoutent ce que tu dis, qui attendent que tu dises quelque chose. Et ça a été difficile parce que tu sais, quand tu deviens prof, en tout cas moi j'ai eu cette impression, tu te dis, ouais, comment ils étaient mes profs? Puis tu dis, ah ouais, mais non mais attends, comment ils étaient mes profs? Mais lesquels? Ceux que j'ai détestés ou ceux que j'ai aimés? Et puis tu penses un peu aux deux. Et puis, tu te dis, ouais, non, mais j'ai pas envie d'être comme lui, j'ai pas envie de réagir comme il réagissait. Et alors, t'as tout ça qui te passe dans la tête pendant que tu donnes ton cours.
Et, et ben, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des bons retours de la part des élèves. Et franchement, j'aime bien ça. Vraiment, j'aime bien ça. J'aime bien ça, mais comme je te l'ai dit, précédemment, je ne ferai pas ça à 100%. C'est vraiment un métier. Prof, c'est vraiment un métier pas si facile. Vraiment pas facile. Et comme je suis un amoureux de l'informatique, je ne pourrais jamais quitter l'informatique elle-même. Donner des cours, oui. À plein temps, non. Je me verrais mal donner des cours à plein temps. J'ai quand même envie de garder toute cette partie informatique. Donc je donne très peu de cours, mais j'en donne quand même. Je donne une petite journée par semaine, tu vois. Ouais. Une demi-journée, ouvre journée. Et du coup, aujourd'hui, avec ces 2 casquettes, quand tu te présentes, tu as dit au tout début de l'épisode, je crois que tu as dit que tu étais du coup responsable informatique. Oui. Voilà. Donc c'est la casquette que tu présentes en premier. Et puis... Oui, parce que j'ai envie de garder, comme je te l'ai dit plusieurs fois, ma passion c'est l'informatique. Pour moi, ce sera toujours l'informatique. Après, ben voilà, si tu as un à côté, tant mieux. Si tu n'en as pas, ben, tu continues dans l'informatique. Mais tu le sais, dans l'informatique, tu as des opportunités, même pas dans l'informatique, dans tout, tu as des opportunités, tu les saisis, tant mieux. Tu les saisis pas, tu risques de plus l'avoir. Donc, saisis-la, et puis si ça se passe mal ou si t'aimes pas, tu dis ok, ben ça me plaît pas, j'arrête. Je continue dans mon boulot actuel, ça me va très bien. Mais je voulais pas avoir de regrets. C'est surtout ça, je voulais pas avoir de regrets. Puis en plus, comme je t'ai dit, je fonctionne au challenge. Et pour moi, c'est un challenge encore. Bah, tu m'étonnes, donner des cours. Mais ils sont cool, ils sont vraiment... les jeunes que j'ai côtoyés ces années, j'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. Il y en a certains qui m'ont fait beaucoup rire, avec certains on s'est bien marré. Après, comme tu sais, comme tu le sais ou tu l'imagines, quand tu donnes des cours, soit tu peux te marrer, mais à certains moments, tu dois bosser, tu dois quand même bûcher, faire tout taf, tu dois arriver à un résultat. Bien sûr, il y a les tests, il y a les examens, tu peux pas y échapper, tu peux pas, t'es obligé de mettre des notes, c'est comme ça, mais tu as la satisfaction quand même, ouais, ils ont compris ce que j'ai expliqué, tu as la satisfaction d'avoir pu apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est très valorisant. Pour moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça. C'est très valorisant. Et quand tu as l'élève qui, à la fin de la journée, quitte la salle de classe, au revoir monsieur, c'était cool, merci, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Et cet aspect-là, je pense pas que tant qu'ils auront besoin de moi, je pense que je continuerai. Et du coup, aujourd'hui, avec ces 2 casquettes, comment tu jongles ? C'est quoi ton quotidien ou ta semaine type, si tu en as une ? Alors oui. Alors mes semaines type, c'est je m'occupe de l'école. Je m'occupe de l'école pour laquelle je travaille 4 jours par semaine. Et un jour, ça change d'année en année. Hein. L'année passée, c'était le jeudi. Et jeudi, j'enseigne. Okay. J'enseigne donc toute la journée. Et voilà. Top. Je propose qu'on passe à la partie thème du jour. On en a discuté un peu en avance, donc on aimerait aborder le thème de la reconversion. Oui. Particulièrement en Suisse, vu que c'est ça que tu as vécu, puis c'est ça qu'on peut vivre au quotidien ici. Aujourd'hui, ou bien il y a 10 ans ou 15 ans, enfin peu importe, mais à quel point c'était simple ou dur d'un coup devoir changer ? Alors, c'est une très bonne question. Simple ou difficile ? Simple parce que... je vais commencer par ça, ouais. Le simple parce qu'en fait, on a toutes les structures. On a tout à disposition. On est guidé, on est accompagné, on est vraiment suivi. Pour moi, c'était...
je veux pas dire une belle expérience, parce que je souhaite à personne d'avoir une maladie du travail et puis de devoir changer à que ce soit 20, 30, 40. Je souhaite à personne, surtout si la personne aime son travail. Je le souhaite pas, mais faciliter parce qu'on a les structures, on a tout qui est en place, on a vraiment cette chance. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais on a vraiment cette chance d'avoir la deuxième chance. Et la deuxième chance, elle est hyper importante. En tout cas, elle a été hyper importante dans mon cas. Donc, la facilité, c'est ça. Qu'est-ce qui a été dur ? Qu'est-ce qui a été dur ? C'était de quitter mon Valais, déjà de 1. Ça a été dur de quitter le Valais. Ça a été dur de quitter un environnement que tu connais. Tout simplement, tu travailles pour une entreprise depuis quelques années. Tu te dis, je suis bien, je m'entends bien avec tout le monde, tout se passe bien. Et je suis content d'aller travailler. Déjà le matin, je suis content d'aller travailler. Et tout ça s'arrête. Tout ça, c'est derrière toi. Tu n'as plus de point de repère, tu dois tout recommencer. Tu dois retourner à l'école. C'est quand même super dur. Et surtout quand ça fait 10, 20, 30 ans que tu as quitté l'école. C'est très très dur. Pas parce que tu dois revoir des maths, tu dois revoir du français, tu dois revoir de l'anglais, tu dois revoir plein de trucs que tu n'as plus jamais utilisés. Et surtout, au départ, ce qui est difficile, c'est t'as le regard des autres, quand même. Parce que voilà, t'arrives dans un endroit, j'avais peut-être 10 ans de plus que toi, puisque tu en avais 16, j'en avais 26. J'avais 10 ans de plus que toi. Le regard que tu portais, peut-être certains ricanements parce que je suis le plus vieux de la classe. Mais j'étais même pas plus vieux, je crois qu'il y en avait un qui était plus vieux que moi. Mais ça m'a bien aidé, ça. Possible, ouais. Ça m'a bien aidé. Ça me rappelle quelque chose. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pas plus important. Mais voilà, là c'était difficile de tout recommencer. Difficile de te dire que faut tout recommencer puis que c'est pendant 4 ans. Ouais. Et du coup, la reconversion accompagnée par l'AI, du coup c'est l'AI du coup que tu m'as dit. Alors l'AI pour enclencher la machine. Okay. Et ensuite, moi je suis arrivé au centre RIF, donc le centre RIF pour les 4 ans. Ok, et du coup quand tu rentres dans ce process de reconversion, c'est obligatoirement tu dois repasser une formation, ou bien tu pourrais switcher de domaine et puis du coup je sais pas faire des certifications qui ne sont pas forcément des CFC ou d'autres trucs ou... Alors sur ce sujet-là, je m'y connais pas super bien, donc je veux pas dire de bêtises. Reprendre des études, je crois pas qu'il... Je ne sais pas. Je veux même pas répondre à cette question parce que je ne suis pas sûr de la réponse. Okay. En tout cas, la reconversion professionnelle, un deuxième métier, oui. Le reste, je sais pas puisque je l'ai pas vécu. Ok. Et à un moment donné, tu as parlé que tu as de la chance que ta passion soit devenue ton métier. À quel point tu penses que c'est dans ce sens-là et puis pas dans le sens où tu avais un attrait pour l'informatique et à force de creuser et du coup de t'améliorer dedans et potentiellement de le faire tous les jours comme activité professionnelle, tu deviens encore meilleur et du coup tu dis ah oui, je suis vraiment passionné de ça. Alors non, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tu as raison là-dessus. Faire ce métier m'a poussé à l'aimer encore plus. Vraiment, je l'aimais déjà. J'aimais déjà beaucoup l'informatique, comme je te l'ai dit. Mais devoir... t'es un apprentissage, tu dois rendre des devoirs, tu dois rendre des travaux, tu dois faire des nouvelles choses que tu vois pas quand on te le demande pas, tu vois. Alors oui, faire le métier, ça a aussi intensifié ma passion, vraiment. Okay. Et surtout, après tu rencontres des gens. Moi, j'ai eu un chef qui venait de chez Microsoft. Il avait travaillé quelques années chez Microsoft. Et pour moi, ça a été une super expérience. J'en ai eu d'autres des chefs. J'ai aussi mon chef à l'ORIF qui a été primordial pour moi,
qui m'a appris énormément de choses. Mais le chef qui a été chez Microsoft, il était comme il était, mais il m'a beaucoup apporté. Quand il est parti, je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui, parce qu'il m'avait appris énormément de choses. Et voilà, c'est l'expérience de la vie, hein, c'est l'expérience du travail, c'est l'expérience des personnes que tu rencontres. Il y en a certaines qui t'apportent certaines choses, d'autres, certaines plus que d'autres aussi. Et j'ai eu beaucoup de chance dans les différents chefs que j'ai eus d'avoir des chefs des chefs et des collègues aussi. Hein. Je ne veux pas mettre que en avant les chefs, mes collègues aussi, d'avoir pu, tu vois. Tu t'inspires, tu grandis avec. Tu grandis avec, exactement. Tu grandis avec, tu apprends d'eux. T'es comme une sangsue au début. Tu prends tout ce qu'on te donne, tu prends. Mais non, ça a été. C'est comme tu le dis, faire de l'informatique a intensifié ma passion. Pour moi, ça a été un déclencheur vraiment. Pour moi, l'informatique et la passion, ça doit quand même aller un tout petit peu ensemble parce que c'est quand même un travail qui est en constante évolution. Et tu dois tout le temps te mettre à jour. Alors si tu n'aimes pas ça, c'est compliqué. Ah oui, c'est clair. Ça, le fait de devoir te mettre à jour tout le temps, c'est... Ouais. Enfin, tu es tout le temps en apprentissage. Ouais. Parce que tu apprends un truc des fois, 1 an après, tu peux le jeter, tu as une nouvelle version, tu as tout qui a changé. Ton métier, il est en perpétuelle évolution. Et ça, c'est moi ce que j'adore. On n'est pas dans le même domaine de l'informatique, mais on est les deux dans l'informatique. Oui. Et puis c'est un peu ce qui me passionne aussi, c'est le fait que tu sais que de toute façon, dans 2 ans, tu vas plus faire exactement la même chose. Derrière, il y a des concepts, des choses qui restent tout le temps, mais pratiquement ce que tu fais au jour le jour, il y a beaucoup de choses qui changent et ça, je trouve ça cool. Ouais. Tout récemment, j'ai été suivre, justement pour suivre un tout petit peu l'informatique, j'ai été suivre des cours sur le cloud, sur Azure plus précisément. Et c'est génial. Tu retournes derrière le banc d'école, c'est clair, mais tu es là, et puis tu as quelqu'un qui connaît à fond, qui t'apprend, et puis qui t'apprend bien. En plus, le formateur était très bon, je trouve. Et voilà, c'est aussi ça qui me plaît dans ce métier. À un moment donné, tu as aussi parlé que tu aimes. C'était au moment où tu parlais de la gestion de projet, que tu aurais préféré que ce soit moins carré pour pouvoir tester, échouer, apprendre par les échecs et pouvoir le refaire. Tu crois que c'est un état d'esprit que tu dois avoir quand tu es en reconversion ou quand tu dois vraiment redémarrer quelque chose toi, tu l'as vécu. Quelqu'un d'autre qui arrive dans une situation où il est du coup obligé de se reconvertir, est-ce que ce mindset-là de faire, échouer, apprendre, et au bout d'un moment réussir, c'est quelque chose d'important, tu penses ? Oui, pour moi, c'est primordial. C'est primordial de... tu peux tomber, tu vas te relever d'une manière ou d'une autre. En tout cas, tu vas tout faire pour te relever. Et pour moi, c'est un concept qui est hyper important en gestion de projet. J'ai appris, c'est une base de la gestion de projet. Peut-être que maintenant, ils voient même ça en apprentissage. C'est ce qu'ils appellent la route d'Hamming. Peut-être que tu connais. La route d'Hamming, c'est une roue qui... c'est le plan do check act. Et c'est une roue qui n'arrête pas de tourner. Et en fait, tu fais tout ton projet, puis après, tu regardes qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, tu prends des mesures, tu recommences. C'est un perpétuel recommencement. Et au fur et à mesure, tu t'améliores, et tu as toujours des choses à améliorer. Je dis que personne n'est parfait. Tu pourras jamais... oui, tu peux réussir des projets, bien sûr. La plupart des projets qui sont initiés, on dit que 80% des projets informatiques sont échoués. Mais en règle générale, ils ne passent pas le premier niveau. Donc, tu inities un projet, tu te dis, OK, ça ne va pas le faire, on s'arrête. Avant de dépenser tout l'argent, tu t'arrêtes. Puis, mais c'est pour moi, tu fais ton projet, réussi, échoué. Tu en sors le positif, le négatif. Tu essaies d'améliorer les deux, si tu peux les améliorer, et tu recommences. Pour moi, c'était ça que j'ai beaucoup aimé. C'est toute cette partie gestion.
en tout cas en gestion de projet. Et je pense que en tout cas pour moi, pour la vie que j'ai eue, avec cette reconversion, avec devoir tout recommencer, c'est un peu le sujet. Voilà, j'ai dû enclencher cette roue et me dire let's go. Maintenant, on enclenche la roue, on recommence et on essaie de faire mieux. Alors, dernière question de cette section. Si tu n'avais pas fait de reconversion dans l'informatique, tu aurais pu te reconvertir en quoi? Alors ça, c'est difficile. C'est très, très difficile. Alors, franchement, je ne sais pas si je devais répondre là tout de suite. Qu'est-ce que j'aurais fait? À réfléchir maintenant, j'aurais une réponse. J'aurais une réponse, mais elle est biaisée parce que je l'ai découvert pendant l'informatique. J'ai découvert pendant mon travail d'informaticien, j'ai découvert des personnes qui font un métier, c'est électronicien. Et je trouve le métier d'électronicien hyper passionnant. Je trouve ça génial. Ils savent coder. Peut-être pas aussi bien que toi ou qu'un développeur, mais ils savent coder, ils savent faire de la mécanique, ils savent usiner, franchement, ils savent tout faire. Ils peuvent tout réparer. T'as ton aspirateur qui est en panne, peut-être qu'il te répare. Non mais moi je l'ai vu. J'ai une personne que je connais qui est électronicien. C'est de la folie. Ils sont meilleurs que nous. Ouais, sans vouloir dénigrer. Non, mais pour moi, ce que tu veux dire. Mais sinon, ça c'est biaisé parce que je l'ai connu pendant l'informatique. Mais sinon, je pense que je serais peut-être parti dans un métier manuel, mais un peu. Je dis pas que l'informatique c'est pas manuel, mais un peu plus manuel, comme électricien ou même si j'aime pas l'électricité, alors ouais. Je sais pas, carrossier, électricien auto ou mécanicien auto, peut-être autour de la voiture peut-être, mais j'ai pas eu besoin de faire ce choix, donc je suis très content de pas l'avoir, j'ai pas dû le faire. J'étais très content d'avoir l'informatique quand même. Top. Alors, je te propose de passer à la section suivante. Donc, c'est un peu le retour d'expérience ou je sais que tu n'as pas aimé que je nomme ça comme ça, ou même conseil. Mais en gros, si on revient un peu sur ton parcours, pour toi, sur tout ce que tu as fait, quel a été le moment ou les moments les plus durs? Le moment le plus dur, je pense que ça a été toute cette phase avant la reconversion, quand tu sais que tu dois arrêter de travailler, que tu as une maladie qui t'oblige d'arrêter de travailler. Toute cette machine quand même, l'AI, c'est une super machine, mais c'est quand même un gros bateau qui bouge, et qui bouge pas forcément vite. Le plus dur, c'est quand on m'a dit que pas informaticien, à cause des problèmes de mémoire que j'avais. Quand on m'a dit non, ce serait mieux de la mécanique générale, c'était pas pour moi, clairement pas. Et ça a été les quelques mois les plus durs, parce que j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et j'avais l'impression pas qu'on me forçait, mais qu'on me dirigeait par là de manière comme si on m'avait mis des barrières. Et puis, comme tu joues au bowling, puis on te met les barrières pour les enfants, tu sais que ça va aller au bout. Mais non, que c'était dirigé. En fait, c'est dirigé, ça c'était le moment le plus dur. L'arrêt du travail, et puis me diriger vers la mécanique générale. Qui n'était pas pour moi. Hein. J'en connais qui font de la mécanique générale, ils sont très contents, mais c'était vraiment pas pour moi. Là, je vais te poser une question. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais en gros, tu as mentionné que tu avais eu un accident. À quel point cet accident a été aussi impactant sur le fait de comment tu as vécu ta vie après? Ok. C'est vrai que l'accident-là, en fait, j'en parle pas souvent. Ça a été impactant parce que, en fait, j'ai des problèmes de mémoire. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec. Donc en règle générale, j'ai toujours mon calepin. Si je dois faire quelque chose, je note. Bon, maintenant, on a tous les outils online pour prendre des notes, donc c'est génial. Mais voilà, c'est énormément
Bon, déjà, reconstruction un tout petit peu physique, parce que c'était pas que mémoriel, c'était aussi un tout petit peu physique, l'accident que j'ai eu. Donc, voilà, il faut se reconstruire. Aussi, ces problèmes de mémoire. J'ai aussi eu quelques dents de cassées, donc j'ai fait des séances intensives chez le dentiste pendant quelques mois. Et ouais, c'est un effet de vie, hein. C'est un truc qui arrive. C'est un truc qui arrive, et puis voilà, c'est arrivé, et puis ça impacte un tout petit peu ma vie, mais voilà, il faut faire avec, hein. Et est-ce que ça a été impactant positivement, si tu y repenses, sur d'autres aspects? Positivement. Alors, je dirais pas positivement, je dirais quand même pas dire jusqu'à positivement, parce que je souhaite à personne d'avoir un accident. Non, non. Mais, on est d'accord. Mais non, mais c'est juste que positivement, non, parce que c'est assez sensible comme sujet, parce que Bah, en gros, je te pose la question parce que il y a quelques années, je me suis déchiré le ménisque, j'ai dû me faire opérer. J'ai dû réapprendre à courir. Enfin, je marchais en boitant. Après tout ça, ma jambe elle a fondu. Et en fait, en y repensant, je suis assez content. Enfin, le fait que ce soit arrivé, ça m'a permis de voir plein de choses différemment. Ça m'a permis au niveau, je pense, psychologique, d'être plus fort que ce que je pensais peut-être être sur le moment. À quel point ma rééducation après physique de la jambe, j'ai été hyper acharné dessus, régulier, parce que je voulais absolument revenir à un certain niveau physique pour pouvoir reprendre la compétition de sport. Et en plus, moi, je l'ai cassé 2 fois. Et la deuxième fois, il y a aussi eu un impact où en fait, j'ai décidé d'arrêter du coup la compétition. Et du coup, ça m'a changé dans ma façon de voir les choses au niveau, par exemple, du sport et au niveau de certains trucs. Et dans ma vie perso, ça m'a aussi changé sur le fait de, psychologiquement, je ne pensais pas avoir la capacité de faire certaines choses que, en fait, après, tu es dans une situation où tu es obligé de le faire, tu vois. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, j'ai pas vraiment de. C'est pas un événement que j'aurais. Si je pouvais l'effacer, je l'effacerais, clairement. Mais c'est pas un. C'est compliqué comme question, parce que j'arrive pas à voir vraiment le positif. Pas le positif, mais tout ce qui a pu découler de bon, de bon façon de parler, de cet événement. Mais non, je vois pas. Vraiment, je vois pas. J'aurais préféré pas l'avoir. Après, c'est un effet de vie, hein. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. Mais non. Pas de problème. Ça me va parfaitement, hein. C'est, à l'inverse, du coup, pour parler d'un truc un peu plus jovial, au long de ta carrière, pareil, même question. Pour toi, quel a été le moment le plus grand de fierté, où tu étais heureux vraiment d'un truc que tu as fait? Ouais. Alors, il y a quand même plusieurs éléments. J'en citerai peut-être 2 ou 3, mais clairement, la réussite de mon CFC, ça c'est clair. Lequel? Non, celui d'informatique quand même. C'était vraiment c'était un aboutissement pour moi. C'était voilà, maintenant j'ai un nouveau métier, let's go. Non, sinon après, le brevet, vraiment, le brevet c'est quand même beaucoup de travail. Et on a bien fêté ça quand on l'a réussi, c'était cool. C'était vraiment une étape importante pour moi, vraiment importante. Et le dernier point, c'est les gens que j'ai rencontrés pendant ma carrière. Vraiment, il y en a certaines personnes qui m'ont bien marqué. Vraiment, qui m'ont bien marqué, que ce soit certains pendant l'apprentissage, pendant ma carrière informatique. Il y a vraiment des personnes qui m'ont marqué et qui m'ont laissé des traces. Voilà. Alors justement, par rapport à ça, moi je pose souvent une question dans les épisodes, c'est la question sur des mentors. C'est un peu un nom générique pour décrire un peu ce que tu viens de dire. Justement, tu en as eu de ce que tu viens de dire. Tu peux les citer ou pas, c'est à toi de voir. Du coup, tu en as eu.
à quel point ils ont été impactants et surtout sur quel point précis? Alors, j'ai eu, comme je l'ai dit, celui qui avait travaillé chez Microsoft. Il a été très impactant pour sa façon. C'est pour sa façon d'être, comme il était avec les gens, comme il était avec ses employés, puis c'était lui le responsable. Après, j'ai eu une autre personne, j'ai eu un responsable aussi qui m'a appris énormément tout ce qui est quand tu fais des entretiens avec des fournisseurs, tout ce qui est pas marchandage, négociation, tout ce qui est conduite d'une équipe. Je pense qu'il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Il m'a amené tellement de choses que quand je l'ai quitté ou quand j'ai quitté l'entreprise, je lui ai dit que il m'avait amené énormément de choses. Je le remerciais pour tout ce qu'il m'avait amené. Et voilà un tout petit peu mes deux mentors qui m'ont marqué au cours de ma carrière. Aujourd'hui, tu en as encore? Peu importe que ce soit des personnes physiques ou des personnes plus inspirantes que tu connaisses pas directement, mais des auteurs ou des personnalités publiques, ou bien des gens que tu côtoies. Alors, j'ai un ami, un de ceux qui est informaticien, qui m'a initié dans l'informatique, qui est vraiment une bête en réseau, vraiment, mais c'est une des personnes, je pense, qui est la meilleure en réseau que je connaisse. Et c'est quand même un exemple parce que il est parti de pratiquement rien et il a réussi dans ce qu'il a fait. C'était hyper impressionnant. Et il reste toujours au top et c'est hyper impressionnant. Et ouais, je pense que un tout petit peu, pas de l'admiration, mais je suis assez impressionné du niveau. Voilà, du niveau. Et si je devrais citer une personne, je dirais lui. Ouais. Top. Aujourd'hui, est-ce que, avec tout ce que tu as vécu et au point où tu en es aujourd'hui, tu es épanoui? Alors, je suis totalement épanoui. Je suis super content de ma situation professionnelle. Je suis super content de ma vie personnelle. Oui, je suis totalement épanoui et comme je te l'ai dit, hein, j'ai la chance de travailler dans ma passion, on va dire. et c'est vraiment un plus, hein. C'est vraiment un plus, en tout cas pour moi. Comme je l'ai toujours dit, si je m'ennuie, en règle générale, je change de direction. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, cet épanouissement fait que tu es heureux? Oui. Je le dis sans même réfléchir, tu as vu, dis oui direct. Et oui, non, je suis heureux. Je suis heureux, en tout cas, dans ma situation professionnelle, je suis super content. Je peux pas, franchement, je peux pas demander plus. Je peux pas demander. Oui, on peut toujours demander plus, mais franchement, moi, ça me satisfait. Et en plus, grâce à ça aussi, on a pu reprendre contact aussi. Donc, c'est toujours sympa, c'est toujours sympa. Donc oui, je vais te dire clairement, professionnellement parlant, je suis heureux. Si tu pouvais te donner un conseil quand tu avais 20 ans, tu te serais dit quoi? Alors, si je me donnais un conseil, c'est d'être moins passionné d'informatique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ma passion a tellement débordé que ça a empiété sur ma vie privée. C'est triste à dire, mais j'étais tellement obnubilé par l'informatique. Quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus obnubilé. Donc j'avais vraiment une fixation sur l'informatique que j'en ai délaissé ma vie privée. Et c'est peut-être, le conseil que je me donnerais, c'est il y a d'autres priorités. Ok. Et du coup, à l'inverse, dans 10 ans, Sergio, il sera où et il fera quoi?
Dans 10 ans, j'espère que je suis à la retraite sur une île à siroter un cocktail, sans alcool bien sûr, parce que attention à l'alcool, c'est dangereux. Mais non, où est-ce que je suis dans 10 ans ? Dans 10 ans, je travaillerai chez Google ou chez Microsoft ? Non, même j'ai été voir Google, ça m'intéresse. Non, c'est peut-être pas pour moi. De toute façon, je serais trop vieux. Mais non, où est-ce que je serai dans 10 ans ? Très certainement en Valais, au milieu de ma vallée, comme tu dis. Alors, au milieu de non, mais pour corriger, au milieu de mes montagnes, à faire de l'informatique. Parfait. Est-ce que tu as une ressource que tu partages souvent ou que tu apprécies particulièrement ? Ça peut être un livre, un podcast, un film, un endroit physique à visiter, enfin, peu importe. Alors, une ressource que je pourrais partager, moi j'ai une autre petite passion dans ma vie, j'aime beaucoup les livres, mais surtout tout ce qui est Warhammer 40 000. J'adore l'histoire du Warhammer 40 000, donc oui, alors si je devrais donner un conseil de bouquin, c'est Les Résidorus de Warhammer 40 000. J'adore ça. Je prends note. Je pense connaître la réponse, mais ton lieu préféré sur Terre ? J'ai pas le choix, je suis obligé de dire le Valais parce que sinon je suis mort. Non, mon lieu préféré sur Terre, c'est très très compliqué, surtout que moi je viens d'une famille italo-espagnole. Mon père est italien, ma mère est espagnole. Donc j'aime beaucoup l'Italie, j'aime encore plus l'Espagne. Je vais quand même dire le Valais. Est-ce que tout au long de l'interview, tu as eu une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée ? Je dirais que oui. Il y en a une qui me vient un tout petit peu à l'esprit. C'est l'importance de l'apprentissage. J'aurais aimé que tu me poses peut-être la question de me dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'apprentissage ? Qu'est-ce que tu penses de l'école d'ingénieur ? Qu'est-ce que tu penses, du parcours académique ou du parcours professionnel, on va dire ? Parce que en ce moment, il y a quand même pas mal de débats. Beaucoup partent au collège. Je ne sais pas comment c'est en canton de Vaud. Je crois que c'est le gymnase. Alors, si c'est après l'école obligatoire, c'est déjà le gymnase. C'est le gymnase. Ouais. Alors, c'est le gymnase. Beaucoup partent au gymnase. Je trouve que l'apprentissage, on va dire que c'est un peu pas dégradant pour certains, mais je le perçois un tout petit peu comme si c'était non, il faut absolument faire des études. Stop, non. Oui, il faut faire des études, oui. Mais si un métier te plaît, fais un apprentissage. Tu as plein de possibilités. Il y a des passerelles pour passer, par exemple, ensuite. Si ton boulot ne te plaît plus puis tu as envie de poursuivre tes études, tu as des passerelles. Tu peux aller à l'école d'Inge, tu peux aller à l'Uni, tu peux aller où tu veux. On a un système qui est super bien foutu. Mais on se donne pas... On catalogue trop facilement l'apprentissage comme de seconde zone. Mmh. Alors que c'est pas vrai. Moi, je suis désolé, j'ai fait un apprentissage, j'ai fait des études, on va dire entre guillemets, mais dans le monde professionnel, un brevet. J'ai fait des certifications, j'ai fait plein de trucs, mais dans le monde professionnel, il y a des choses, on peut continuer à évoluer. C'est pas que je fais mécano et puis je suis obligé de changer les pneus tous les hivers. Oui, ça fait partie du travail, mais je peux continuer à évoluer. Je peux devenir chef d'atelier, je peux devenir ingénieur en mécanique auto, ou j'en sais rien, aller travailler chez BMW pour du développement de concept car, ou j'en sais rien moi. Ce thème-là, je pense qu'il est hyper important, surtout de nos jours. Je trouve qu'il y a beaucoup qui partent dans l'académique et très peu, ou peut-être pas assez, dans le monde professionnel. Alors je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon exemple
j'ai fait un apprentissage où à la fin, j'étais pas content de ce que je faisais au quotidien. Et j'ai pu du coup faire une matu, finir la matu, aller à l'école d'ingé, faire l'école d'ingé et du coup sortir avec du coup un bachelor. Du coup, genre plus côté académique, mais parce que j'ai senti le besoin du coup de faire ça. Mais aujourd'hui, typiquement là, on est dans les locaux de la Fondation Inartis à Renan, donc qui nous prête les locaux, du coup merci. Merci. Mais en gros, tout ça pour dire qu'il y a 2 écoles de code qui sont des écoles non conventionnelles. Il y a l'école 42 où il y a un système d'apprentissage où, en gros, je crois qu'il n'y a pas du tout de règles d'entrée standard, en gros, ni sur l'âge, ni sur ce que tu as fait avant, ni rien. C'est en gros, tu as 1 mois pour faire tes preuves au début, qui s'appelle la piscine. Et en gros, tu arrives et pendant 1 mois, on te dit fais des trucs, tiens, voici ce qu'on attend de toi. Et pendant 1 mois, tu bûches à fond. Puis à la fin, si tu es pris, tu peux passer 3 ans dans une école où tu apprends de façon autodidacte, tu auto-corriges, voire tu corriges tes partenaires parce qu'il n'y a pas de prof. Je trouve qu'il y a plein de moyens aujourd'hui de justement continuer après à faire des choses. Et comme tu le dis, en milieu d'entreprise, tu as les formations continues, tu as les brevets, tu as les maîtrises, tu as les certifications dans plein de domaines. Donc, non, moi, je suis totalement d'accord avec toi, où en gros, aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des gens à l'âge... Après, je trouve très dur en Suisse parce qu'on te demande de choisir très vite. C'est et vrai. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui en gros ne savent pas. Et du coup, par défaut, s'ils ont la possibilité de continuer, parce qu'il y a aussi ça, par défaut, j'en connais beaucoup qui par défaut ont continué. Ouais. C'est pas par genre j'ai envie de faire des études, c'est juste je sais pas quoi faire. Du coup, je continue parce que dans 3 ans, je saurai quoi faire. Et c'est rarement le cas aussi à la fin, mais c'est un peu, c'est un débat hyper intéressant sur justement aujourd'hui quelle est l'importance de l'apprentissage. Puis moi, je suis convaincu que c'est pas du tout dénigrant ou que c'est de seconde zone ou autre, parce qu'aujourd'hui, tu regardes, même au niveau européen ou autre, c'est hyper bien vu d'avoir ce parcours plus pratique, c'est même pas pratique, mais plus réel du monde de l'entreprise. Parce qu'après, au final, tu travailles en entreprise, et du coup, ce parcours plus concret à 16 ans, tu intègres une vraie équipe, tu vois comment se passent réellement les choses, tu as vraiment la vie d'un employé, ça te permet d'avoir des déclics peut-être plus tôt que si tu fais jusqu'à tes 23, 24, 25 ans des études, puis à la fin tu dis c'est bon, je peux aller travailler je sais pas, en finance, et tu arrives là et tu fais c'est pas exactement ce que je pensais. Ouais, non, mais c'est moi, comme tu le dis, moi je suis persuadé qu'il y a on a la chance d'avoir ça en Suisse. Je suis pratiquement sûr que certains pays européens nous envient d'avoir ce système. C'est vraiment génial. Et puis, en plus, il y a plein de choses qui se mettent en place pour les apprentis. Il y a les SwissSkills, qu'on en parle peu. En tout cas, quand j'étais sur Vaud, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien du tout. Tu vois, c'est les SwissSkills, c'est un championnat. C'est un championnat entre de tous les métiers, n'importe quel métier. Là, moi j'ai mon apprenti qui y participe, qui s'est qualifié région romande pour aller à Berne défendre, se défendre lui contre c'est la partie romande contre les Allemands et les Tessinois, et tout le monde est ensemble, et puis le vainqueur part au championnat du monde. Ok. Et d'habitude les championnats du monde c'est à Shanghai, mais vu la pandémie je crois qu'ils sont déplacés. Mais en tout cas pour les informaticiens SwissSkills c'est un challenge. Tu te dis ok, je participe, je fais mon test. C'était à l'école des arts, je crois, l'examen. C'est 3 heures où lui il a fait en système, puisque moi j'ai des apprentis en système et système et réseau. Et c'était, tu vois, t'as un examen, c'est 1/3 serveur Windows, 1/3 réseau, 1/3 serveur Linux. Et il a dû rendre un résultat. Il est arrivé meilleur roman, je crois. Et puis là, avec la nouvelle ordonnance, il est parti dans le cloud computing. Puis ils ont le 9 septembre, c'est à Berne, pour les informaticiens. C'est un gros projet de cloud computing. Ils doivent tous le faire. Et ils ont, je ne sais pas combien de temps, X heures pour le faire. C'est toute la journée, je crois.
Et à la fin, il y a les résultats, et puis tu sais combien de t'es classé. Ça, c'est cool, puisque je sais qu'il y a dans d'autres domaines, d'ailleurs en boulanger-pâtisserie, je sais qu'il y en a. Oui, exactement. Il y en a aussi. Je sais pas, dans d'autres domaines, je savais pas qu'il y en avait dans l'informatique. Il y en a dans tous les métiers. J'ai été samedi, j'ai été au Swissskill. Ils avaient préparé pour les romans un gala, un kick-off. Ils avaient préparé au Forum de Fribourg. Pour tous les romans, on était tous invités, les apprentis qui s'étaient qualifiés pour les Swissskill et les formateurs, on était invités au Forum de Fribourg. On a pour tout ce qui est coaching mental, pour se préparer pour les Swissskill, etc., pour les Suisses romans. Et il y avait Genève, Vaud, il y a aussi une partie un peu plus politique avec les conseillers d'État. Et justement, il y a même, je ne savais pas qu'il y avait une formation pour ça, pour coach sportif. Il y a un apprentissage pour faire coach sportif. Je ne savais pas, j'ai découvert ça là-bas, j'ai trouvé ça super. Ils nous ont fait une petite démo, il y a eu une petite démo, c'était très intéressant. Mais voilà, il y a même un championnat pour eux. Il y a un championnat pour tous les métiers, en fait. Trop bien. Si je m'avance, peut-être qu'il y a des métiers, il n'y a pas, mais je pense qu'ils sont rares. Parce que les Swissskill, c'est vraiment le championnat pour les apprentis de tous les métiers. Ok, trop bien. Alors je mettrai le lien dans les notes du podcast, si ça peut motiver des gens à s'y intéresser ou bien à y participer. Ouais, ils font pas assez de pub, je trouve. En tout cas, sur vous, on n'en avait jamais entendu parler. En tout cas, moi, quand j'ai travaillé sur vous, quand j'étais sur vous, tu vois, même toi, tu connaissais pas. Et j'ai appris ça. Ça fait pas très très longtemps. Même sur le Valais, c'est pas hyper connu. Mais maintenant que j'ai un apprenti dedans, oui. Je m'y connais maintenant. Mais moi, je trouve que ça peut être un bon truc. Je dis pas que tout le monde doit le faire. Si tu le sens pas ou si ça te dit pas, fais-le pas. Mais ça peut être un bon déclencheur. Ça peut être un bon truc, une opportunité à saisir. Ah, c'est clair. Et aussi, ça fait une ligne sur le CV. C'est toujours important. Et une ligne originale. Originale, c'est surtout ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une question à me poser à moi ? Vu que ça fait 1 heure et quelques que moi je te pose des questions. Alors, est-ce que j'ai une question à te poser ? Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question ? On s'est vu il n'y a pas très longtemps. On a discuté pendant un bon moment. Oui. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Oui. Parce que ça, j'ai trouvé, quand tu m'as dit que tu étais parti en tant que freelance, j'ai trouvé ça super courageux. Et je me demande quelles ont été les difficultés et les points. Qu'est-ce qui a été dur et qu'est-ce qui a été facile ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que, tu vois, les points négatifs, les bénéfices que ça t'a apporté ? Alors, là maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis freelance. Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour répondre précisément à ça. Je pense que mes réponses vont évoluer avec le temps, mais je pense ce qui a été dur, c'est... alors la première chose qui a été dure, c'est par rapport à ma croyance de... Typiquement, on a parlé des études avant, mais moi, je suis d'origine portugaise, donc un peu la même mentalité que italien et espagnol. Mais en gros, pour mes parents, pour pouvoir être bien dans la vie, ils voulaient absolument que je fasse des longues études. D'ailleurs, quand j'ai fait l'apprentissage, au lieu d'aller au gymnase, c'était un peu, pas un sujet de tension, mais tu sentais que si j'avais fait le gymnase, ils auraient peut-être été plus contents. Alors qu'au final, après, j'ai fait une école d'ingé et du coup, je pense que c'était une très très grande fierté de leur part d'ailleurs. Mais en gros, au moment de choisir de quitter mon ancien employeur et puis de me dire je vais me lancer dans une activité indépendante, pour eux, c'était pas normal ou pas sécuritaire. Je sais pas quel terme il collerait bien à ce qu'ils imaginent, mais en gros, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça, c'est un peu dur parce que du coup, tu as un peu cette pression et c'est une pression qui n'est pas nécessaire déjà quand tu lances un truc. Donc ça, je pense que c'était le truc le plus dur, l'image que mes parents ont eue du départ du lancement. Après, maintenant, ça va puisque ça fait
1 an et demi et puis que Ok. genre je peux leur montrer 2-3 résultats. Ouais, non, c'est clair. Enfin, tu vois, j'ai pas eu besoin de revenir à la maison dormir. Enfin, tu vois, donc ça veut dire que. Ça, c'est déjà un bon point. Donc voilà. Mais je pense qu'ils étaient pas mal inquiets. Puis ça, je pense que c'était dur. Pour moi, c'était le plus dur. Un autre truc hyper dur, c'est que tu passes toute ta vie dans un cadre. Quand t'es petit, t'es genre dans l'éducation de tes parents. Après, tu rentres à l'école, t'as des horaires. Tu manges toujours à la même heure, tu as les pauses à la même heure, tu as un cadre, tu fais les cours, tu finis les cours, tu as tes devoirs. Si tu fais des activités extrasportives, c'est tout le temps aux mêmes horaires. Mhm. Tu finis l'école, tu rentres en apprentissage, pareil. Tu finis l'apprentissage ou les études, tu rentres en entreprise, pareil. Avec un plus ou moins de flexibilité, mais souvent pareil. Et en fait, quand tu passes indépendant, tu dois te créer ton propre cadre, parce que si tu n'as pas de cadre, ça marche pas. Tu fais plus rien. Et du coup, ça a aussi été un gros apprentissage de apprendre à vivre avec pas un cadre qu'on t'impose, mais genre, choisis ce que tu veux. Ouais. Et du coup, ça, c'était un deuxième gros coup dur, dans le sens où tu es obligé d'apprendre ça. Et moi, du coup, pendant les 3 premiers mois, j'ai rien changé. Donc, je me levais à la même heure, je travaillais à la même heure. Ça allait très, très bien. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, je vais changer. Et puis du coup, j'ai enlevé tout le cadre. Et là, pendant 2 mois, c'était très, très dur. Ouais, j'imagine. Et après, du coup, je suis revenu presque à un truc de normal, tu vois. Genre, Ouais. je me lève tout le temps à la même heure, je retravaille tout le temps aux mêmes heures. Donc, je reviens au même cadre, mais cette fois, je le choisis, tu vois, parce qu'il est beaucoup plus flexible qu'avant. Mais du coup, ça, c'était, je pense, les 2 trucs très durs Ok. de se rendre compte de ça. Et après, du coup, la deuxième, Positif. le positif, c'est qu'en gros, aujourd'hui, je suis libre de tout, pour le bon et le mauvais côté. Oui. Et voilà. Oui. C'est que je suis vraiment libre de tout, c'est-à-dire, pour l'instant, en tout cas, j'ai refusé des mandats longs, parce que ça m'engage à trop long terme et j'ai pas envie de ça. D'accord. Puisque j'ai eu l'opportunité de ça, mais en fait, je vois pas l'avantage, à part peut-être financier, parce que quand tu es indépendant, tu peux peut-être facturer plus que si tu passes en tant qu'employé. Mhm. Mais en gros, tu deviens libre de tout. Tu deviens libre de trouver toi-même tes clients et du coup de démarcher. Tu deviens libre de travailler beaucoup ou pas beaucoup. Après, dans notre domaine, on a quand même pas mal de chance, c'est que c'est un marché hyper demandeur aujourd'hui. Et du coup, si tu as envie de travailler beaucoup, tu peux travailler beaucoup. D'accord. Et surtout, moi, vu que j'ai eu pas mal de casquettes, vu que j'ai fait un apprentissage, qu'après j'ai fait... aujourd'hui, moi, je suis développeur web et mobile. Mais en gros, si demain, genre pendant, je sais pas, 6 mois, j'ai pas de mandat et que j'ai besoin de trouver des trucs, de l'argent pour manger, je pourrais faire du support, je pourrais faire du hardware, même si je déteste ça, moi, tu vois. Mais en gros, ça serait possible. Donc, je suis vraiment libre là-dessus et ça, c'est hyper cool parce que tu peux être flexible et puis mettre le temps là où tu as envie. Ouais. Donc, si tu as envie de bosser beaucoup, tu peux bosser beaucoup. Si tu as envie de bosser moins, tu peux bosser moins. Et du coup, c'est un peu cette flexibilité qui est vraiment hyper cool. Et que moi, je trouve que c'est vraiment le gros avantage, c'est que typiquement, quand on s'est vu la dernière fois, c'était un vendredi après-midi. Ça m'arrive de bosser des fois le week-end, mais du coup, la semaine, je dois rien à personne, sauf si je suis sous mandat. Oui. Mais si je suis pas sous mandat, je dois rien à personne d'aller prendre mon après-midi pour après la compléter si j'ai envie un samedi matin. Oui. Et toute cette flexibilité, c'est vraiment le gros point positif. Ouais. Ouais, j'aimerais bien l'avoir aussi. Donc, voilà. Après, tu es aussi libre de toi-même t'assurer, toi-même faire ta prévoyance. Donc, tu vois, C'est cette partie-là que j'aime pas. C'est pour ça que j'ai jamais osé. Moi, j'ai jamais osé le faire. Mais c'est pour ça que quand on s'est vu, je me suis dit ah ouais, il a osé. Après, on verra si j'ai fait un bon choix ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je regrette pas du tout et je suis hyper content. Ah c'est cool. Top. Dernière question du podcast. Oui. Si tu avais un message à faire passer et que le monde entier pouvait t'entendre, tu dirais quoi ? Qu'est-ce que je dirais si j'avais un message à faire passer ? Je l'ai déjà fait passer. N'hésitez pas à faire un apprentissage. C'est pas dégradant.
C'est tout aussi bien que de l'académique. Choisissez ce qui vous plaît, en fait. Choisissez vraiment ce qui vous plaît, faites-le. Et si ça vous plaît vraiment, de toute façon, vous allez réussir. Et surtout, si vous faites de l'informatique, faites du système et du réseau. Désolé, il y a la petite guéguerre. Hein. T'as le droit. C'était ton message. Top. Je te remercie. Si jamais on veut te contacter, le plus simple, c'est quoi? C'est un mail? Alors moi, je suis sur LinkedIn. LinkedIn. Je ne suis pas super actif, mais c'est sur LinkedIn. Je mettrai ton lien, du coup. Voilà. Parfait. Ou bien en Valais pour te payer un jeu. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te remercie pour ton temps. Mais merci à toi. Et puis à tout bientôt. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Alors merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as trouvé intéressant notre échange avec Sergio, n'hésite pas à lui envoyer un petit message sur LinkedIn, il sera tout content. Et si tu penses que quelqu'un de ton entourage serait intéressé pour découvrir le parcours de Sergio, n'hésite pas à le partager. Ciao ciao.